on a commencé la nouvelle année avec le futur départ de Justin Trudeau parce qu'il est encore notre premier ministre. Puis c'est aussi le Talk of the Town. Puis on a décidé d'en faire un bilan, de regarder c'est quoi le bilan de Trudeau. Parce qu'on parle bien du pot, là, mais y a-t-il autre chose? Hein? Y a-t-il autre chose qu'on oublie, à part les déficits, à part le taux de criminalité en augmentation? À part que la confiance des Canadiens au niveau économique. Les excuses, est pas à son terme. beaucoup de... C'est pleurs. C'est pleurs, le nombre de fois qu'il a pleuré, la fois aussi qu'il s'est déguisé pour... La crise du logement, le blackface, SNC-Lavalin, Rive-Cam. Oui, écoute, il y en a. On va faire le tour avec Vincent Gelozo, qui est professeur à George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Salut, Vincent. Bonjour. Ça va bien? Très bien. As-tu passé bonne année. As-tu passé un beau temps des fêtes? Bien sûr, j'ai fait un petit tour des États-Unis avec ma conjointe. On est allé au Wisconsin. C'était très beau. Tout était très beau. T'es-tu venu faire un tour au Québec? Très brièvement pour les célébrations de l'Institut économique de Montréal. T'es venu payer des taxes puis t'es reparti? J'ai essayé d'en payer le moins possible. Hey, Vincent, évidemment, là, le sujet de l'heure, là, c'est... moi, je dis un peu pétard mouillé, là, parce que des fois, les grands titres disent la démission de Justin Trudeau, mais il est encore en poste, puis il va l'être jusqu'au mois de mars. Mais somme toute, il y a un bilan à faire, puis c'est ce qu'on va faire ensemble. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Je pense que la meilleure place pour commencer quant au bilan, c'est au niveau fiscal. Donc, le niveau au Canada, même dans les bonnes années, donc pré-COVID, les dépenses ont augmenté beaucoup plus vite que l'activité économique. Donc, la taille de l'État s'est alourdie. Et non seulement ça, mais c'était pas sur des choses que tu pourrais penser que dans le long terme, ça augmente la capacité productive de l'économie. Donc, ça augmente les dépenses pour un moment, mais dans l'avenir, ça fait croître l'économie tellement plus vite que ça se repaye dans l'avenir. Non, c'était vraiment à toute fin pratique, ce que tu pourrais appeler des déficits d'épicerie. Et une fois que la COVID a embarqué, il a dépensé beaucoup plus que d'autres nations. Non seulement ça, mais après que la COVID est finie, les cibles de retour à la normale, si tu veux, il n'était pas capable de les remplir. Donc, à chaque fois qu'il disait, comme par exemple, l'objectif pour 2023, c'était d'arriver à des dépenses de programmes directs. Donc là, on parle des programmes de dépenses, c'était de 7% du PIB. Puis à la mise à jour économique, finalement, c'était 7,2. Puis après ça, on dit, finalement, on va faire 7,2, mais on promet que l'année d'après, ça va être 7. Mais finalement, c'est devenu 7,6. Puis à chaque fois, ils réussissent à augmenter et à ne pas rentrer les cibles. Donc, il y a eu un problème incroyable de discipline fiscale au niveau du gouvernement fédéral. Puis ça, c'est le grand héritage de Justin Trudeau, un alourdissement de l'État et un alourdissement du fardeau fiscal des Canadiens dans le long terme. Est-ce que c'est la faute, là, je ne sais pas si tu as une réponse, est-ce que c'est la faute à Justin Trudeau ou c'est la faute à Chrystia Freeland? Ou c'est la faute à la personne qui gère le portefeuille? C'est clairement la faute du gouvernement dans son ensemble, mais le dirigeant du gouvernement est celui qui est à la tête. C'est pas à un certain point, c'est très rare que tu vas voir une compagnie qui fait faillite puis que tu vas voir le PDG puis les actionnaires qui vont dire non, c'est pas moi le problème, c'était mes employés. Effectivement. Donc tu peux pas utiliser cette excuse-là pour te sortir du fardeau à porter. Ceci dit, bien sûr, on peut mentionner la COVID comme un facteur externe, mais la COVID ne permet pas d'expliquer ce que je disais tantôt. Ils ont dépensé plus avant la COVID que nécessaire. Ils ont déjà, en fait, éliminé une partie du coussin fiscal qu'on avait, c'est-à-dire une base de dette publique qui permettait de gérer des chocs. Il y a si tu veux, la robustesse fiscale du Canada. Et il fait tout pour la reproduire maintenant que la COVID est finie, la reproduire plus rapidement. Donc, il est en train, sur tous les plans, c'est très, très... Si je devais donner une note fiscale, ce serait un F-, juste pour que ça soit clair que c'est atroce. Mais admettons, je me fais l'avocat du diable, puis je te dirais, oui, mais si on regarde, on se compare avec les autres pays, on est à peu près, là, on n'est pas si pire que ça, on a gardé notre code 3A. Est-ce que quand on se compare, on se console?
Ben, je dirais que les cotes de crédit, je pense, je vais dire ça comme économiste, je pense que généralement, elles sont exagérées comme indicateur fiscal parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui vont dedans. Et ça dit pas exactement le résultat dans l'avenir, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Souvent, en fait, et non seulement ça, mais il faut que tu réussisses à avoir empiré beaucoup pour avoir une grosse décote. Et là, ça prend du temps avant que ça devienne un problème. Je pense qu'on a augmenté les probabilités d'une décote, mais je mets pas autant d'informations sur ça à cause du fait que c'est quelque chose qui change très rarement. Maintenant, une fois que ça c'est dit, ce qui est beaucoup plus parlant, en fait, c'est toutes les choses que le gouvernement Trudeau a faites du côté de l'offre de l'économie. Donc, pas juste les dépenses publiques, mais la réglementation, l'intervention davantage dans l'économie, la taxation accrue, qui, elle, ralentit l'activité économique. Donc, ce faisant, rend n'importe quel dollar de dépenses du gouvernement fédéral plus lourd à porter pour l'économie parce que tu réduis les capacités productives. M. Geloso, advenant le cas où il y a des élections au printemps, advenant le cas où le Parti conservateur reprend le pouvoir, là, on le voit, la dette a explosé, le déficit a explosé, le dollar canadien est en bas de 70 sous depuis quelques jours, quelques semaines. Est-ce que pour les conservateurs, c'est quelque chose qui est facilement récupérable ou on en a pour... ce sera beaucoup de travail, là? Ah, c'est beaucoup de travail. Écoute, le meilleur exemple, si on peut retourner au début des années 90, quand les libéraux, parce qu'il y a une époque où les libéraux faisaient de la discipline fiscale, c'était avec Paul Martin et Jean Chrétien. À cette époque-là, ce qui s'était passé, c'était qu'on a eu 3 ou 4 exercices budgétaires très difficiles dans lesquels les dépenses fédérales ont dû être comprimées. Il y a dû avoir des réformes. Il y a des postes qui ont été éliminés. Il y a des gens qui ont été mis à la porte. Il y a des programmes qui ont été abolis. Puis cet exercice-là est toujours plus déplaisant. C'est un peu comme un jeu de chaises musicales. Celui qui est le premier assis est très content. Puis ça, c'est M. Trudeau qui va pouvoir avoir dit qu'il a fait plein de belles dépenses sur des choses nobles et plein de vertus. Et comme les soins dentaires. Oui, mais qui était pour la tarte aux pommes. Mais quand quelqu'un devra venir faire le ménage fiscal éventuellement, mais celui-là, c'est celui qui se retrouve sans chaise à ce moment-là, et c'est le grand perdant. Donc, je pense que la position de Pierre Poilievre, s'il gagne, c'est celle de quelqu'un qui va avoir le jeu ingrat de faire de jouer le même rôle que Philippe Couillard a joué au Québec ou que Paul Martin a joué dans les années 90-2000, d'être monsieur grincheux qui refuse de dépenser. Je sais pas si tu avais dans ton bilan, là, mais tu sais, on n'a comme pas le choix de le nommer à chaque fois. Là. C'est le point le plus populaire. Là. C'est la légalisation du pot. Tu l'avais-tu? Écoute, moi, je donne pas de crédit pour ça, tout simplement parce que il y a eu beaucoup d'accompagnés avec ça qui ont minimisé certains des bénéfices qu'on pouvait s'attendre de la libéralisation. L'un des bénéfices, c'était d'avoir plus de diversité pour les consommateurs dans les produits, mais finalement, on a eu un monopole d'État dans plusieurs provinces qui est arrivé, qui a pris la charge de ça, et on n'a pas eu les investissements qui avaient été mentionnés pour gérer, en fait, les problèmes d'externalité qui viennent avec la consommation de drogue, c'est-à-dire les cas d'abus de drogue en public ou les cas de violence qui viennent avec. Donc, il y a toutes les choses qu'on nous avait promis, il n'y en a aucune qui s'est matérialisée. En fait, pas aucune, mais une grande partie ne se sont pas matérialisées. Et je considérerais ça comme peut-être c'est mieux ce qu'on a fait que ce qui était là avant, mais c'est très loin de ce qu'on nous avait promis en termes de résultats. C'est pas la terre du lait et du miel, comme on dit en anglais. OK. Hey, sais-tu quoi, gars? Je vais revirer ma question de bord. Je trouve que c'est plus challengeant. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau a fait de bien? Je te dirais que je suis à une perte de trouver quelque chose, tout simplement parce que la meilleure chose qu'ils ont faite, et c'est pas la première fois qu'on en parle à l'émission, c'est la taxe carbone. La taxe carbone, c'est une bonne idée, mais il a tout fait pour la miner et la détruire dans sa crédibilité, parce qu'encore une fois, il faut se rappeler que la taxe carbone, chaque dollar de revenu
doit aller en baisse d'impôts, des baisses d'impôts. Il n'y en a pas eu. Et non seulement ça, mais la taxe carbone doit remplacer des réglementations, doit remplacer la tentation de commander et contrôler l'économie, donc d'utiliser la réglementation pour combattre le réchauffement climatique, pour combattre des problèmes environnementaux. Ce que M. Trudeau a fait, c'est qu'il a dit, faisons les deux, faisons la mauvaise chose et faisons la bonne chose en même temps. Et ça vient avec un paquet de conséquences inattendues. L'une d'entre elles, c'est que la bonne idée qu'est la taxe carbone, que peu d'économistes vont vouloir critiquer, en fait, c'est une des taxes que tous les économistes vont dire qu'il y a une défense à faire de ça. Mais M. Trudeau l'a tellement décrédibilisé avec un paquet de politiques absolument ridicule qui ne devrait pas être sur la table, que cette idée-là risque de mourir au feuilleton avec l'arrivée du prochain gouvernement. Donc, des fois, pas faire ce qui est la bonne chose et pas la faire comme il faut, c'est pire que de ne pas la faire. Ben oui, c'est sûr. Ça passe. L'exemple historique. Ça passe par axe de taxe. Je veux dire, Justin Trudeau, il est derrière son propre malheur. Là. Il l'a instrumentalisé, puis finalement, tu l'as bien décrit, là, il s'en est pas bien servi. Par contre, j'ai envie de te poser cette question-là. Si Pierre Poilievre, parce que Pierre Poilievre, là, même si tu dis que c'est une bonne taxe, c'est sûr qu'il est foutu avec son axe de taxe, OK? Donc, il n'y aura pas le choix. C'est l'une de ses promesses qu'il a tellement répétées. C'est fini, la taxe carbone. Par contre, OK, est-ce qu'il y aurait une possibilité, puis moi, je suis pas friande de taxes du tout, là. Écoute, je suis plus capable d'en avoir des taxes et des taxes rendues, là. T'as parouette que des taxes, c'est poids les foyers à Québec. Tu sais, ça n'a comme pas de sens. Les chats. Les chats, tu sais, bon, bref. Mais si Pierre Poilievre disait, il nous écoute, OK? Puis il dit, c'est vrai qu'il le fond est bon, mais il a été mal géré. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il change le nom de la taxe et de la mettre en place? Parce que taxe carbone, c'est fini, là. C'est fini, c'est débattu, plus rien à faire. Je lui dirais la chose suivante, c'est de dire que tous les revenus qui viennent de ça, ou même peut-être un 30 de plus des revenus qui viennent de cette taxe-là, il va générer des baisses de taxes à travers tous les autres types de taxes. Donc, c'est-à-dire qu'il réduira les revenus, les taxes sur le bénéfice des sociétés, sur le revenu des particuliers, la taxe sur les produits et services, donc la taxe de vente, qu'il va réduire toutes les autres taxes. Ça, je te challenge. Parce que ça serait probablement la meilleure solution. Parce que si le fédéral baisse une taxe, nous autres, au provincial, on monte les taxes. Effectivement, c'est le défaut, mais en même temps, on vit dans un système fédéral. Et un système fédéral, c'est mieux qu'un système avec un gouvernement central très fort parce que les sous-gouvernements, donc les provinces ici, se font compétition. Et donc, si le Québec veut faire des politiques ridicules après que le fédéral libère de l'espace fiscal, c'est le Québec tout seul qui va payer la facture. Et ça ne sera pas juste les Albertains et les Québécois, ça va être ceux qui font les politiques stupides qui vont payer le prix d'une politique publique stupide. Dans un cas comme ça, je pense que ça serait supérieur. Est-ce que j'aimerais que le Québec n'augmente pas les taxes après? Bien sûr. Mais déjà beaucoup choisir taxé. entre des imparfaits. Bon, ici, on est déjà beaucoup très taxé. Le Québec, dans l'histoire, a déjà augmenté la TVQ puisque la TPS a baissé. Je serais pas surpris. Oui, c'est ça, mais ça change pas la position fiscale des Québécois, mais ça fait juste changer qui collecte les revenus. Ceci dit, il y a une réforme que M. Poilievre peut faire, puis on en parle depuis plusieurs années à l'Institut économique de Montréal, c'est que les transferts fédéraux devraient être réduits et que chaque dollar de transferts fédéraux devrait passer en des baisses d'impôts pour que les provinces ensuite choisissent qu'est-ce qu'elles veulent faire et choisir quelle politique publique elles veulent. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de transferts qui vont des contribuables plus riches de l'Alberta vers le Québec. Et ça encourage des meilleures politiques publiques. Et étant donné la taille des transferts fédéraux dans le budget fédéral, c'est probablement l'une des meilleures manières d'arriver pour rétablir un peu de discipline fiscale, mais aussi une plus grande efficacité sur chaque dollar dépensé en laissant la compétition entre les provinces s'exercer. Dans le bilan de Justin Trudeau, là, on n'a pas trouvé de points positifs, mais des points négatifs, la liste est longue. Là, on les connaît là, pas mal toutes. Je pense juste à l'augmentation du nombre de fonctionnaires. On est passé, on était à 514 000 en 2015 aujourd'hui. Une hausse de 40 %.
Et voilà, exactement. Une hausse même de 43 pour être exact. C'est 735 500 fonctionnaires aujourd'hui. Puis d'autant plus que là, il part et on a le moral économique d'un talon, là. Oui, non seulement ça, puis je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes sur... si tu regardes 3 statistiques, le PIB par personne au Canada, il a augmenté presque pas du tout depuis 2015. Les augmentations sont minimes. Si tu regardes ce qu'on appelle la productivité multifactorielle, donc ça veut dire sans égard à combien d'employés il y a ou combien de machines il y a dans une entreprise, à quel point les compagnies sont capables d'innover pour mieux utiliser le travail ou les machines, comment ils sont capables d'avoir des nouvelles techniques. Ça aussi, c'est une ligne plate alors qu'il y avait des augmentations assez continues dans les décennies précédentes. Donc, le deuxième indicateur est absolument médiocre et le troisième indicateur, c'est l'investissement. L'investissement, c'est absolument important dans l'histoire du Canada. Oui. Toutes les périodes de rattrapage que le Canada a faites relativement aux États-Unis, donc on a fermé l'écart avec eux, c'est toutes des périodes durant lesquelles le Canada a fait des investissements sur des échelles colossales. Et là, présentement, ce qu'on voit au Canada, c'est que l'investissement, il périclite, il a de la difficulté à grimper. Et en fait, même si on compare avec les investissements capitaux, même les investissements en recherche et développement, le Canada traîne de la patte davantage que par le passé. Et ça, c'est le résultat d'une série de politiques publiques vraiment médiocres qu'on a adoptées au niveau fédéral, la plus récente étant l'augmentation de la taxe sur les gains en capital, qui allait décourager massivement l'investissement. Heureusement, c'est peut-être la meilleure chose que Justin Trudeau, en fait, tu m'en as demandé une, j'ai envie d'en trouver une sur le spot, puisque j'en parle. Avec la prorogation du Parlement, l'augmentation de la taxe sur les gains en capital vient de prendre ça le bord. passera pas, oui. Donc, c'est la meilleure chose qu'il a fait. En démissionnant, Justin Trudeau nous a donné la meilleure politique publique qu'il aurait pu faire. Arrêter l'idée d'augmenter la taxe sur les gains en capital. Je le remercie d'avoir fait ça. Effectivement, puis ça revient souvent. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il pourrait le faire passer par décret ou c'est impossible? Non, c'est impossible. OK, c'est impossible. À moins qu'il y ait un juriste qui m'imagine un scénario extrême, ma connaissance du processus parlementaire canadien me permet de dire avec 99,9% de certitude que non, tu ne peux pas augmenter une taxe par décret. Parfait. Vincent, tu parlais d'investissement tout à l'heure et du PIB. Il y a aussi le coefficient de productivité des Canadiens qui est vraiment en deçà des Américains, et ça depuis que Trudeau est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'un gouvernement de Poilievre pourrait améliorer ça? Est-ce qu'on peut renverser la tendance? Écoute, c'était la deuxième chose que j'avais mentionnée, ce que je l'avais dit, la productivité multifactorielle, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Mais il y a deux choses. Le Canada a toujours été derrière les États-Unis. Ce qui est plus intéressant pour évaluer, c'est pas est-ce que M. Trudeau est plus bas que les États-Unis ou plus élevé que les États-Unis, c'est est-ce que l'écart avec les États-Unis s'est refermé ou est-ce qu'il s'est agrandi? Ça prend du temps. C'est pas quelque chose que tu... Surpasser les États-Unis, c'est pas quelque chose qu'on va faire en 10 ans. C'est quelque chose qui peut se faire sur plusieurs décennies. Mais dans le cas qui vient de se produire, M. Trudeau, ce qu'on voit, c'est que l'écart s'est agrandi. Est-ce que, suite à la conversation qu'on vient d'avoir et l'échange qu'on vient d'avoir, là, est-ce que Justin Trudeau, qui est le 23e PM du Canada, soit dit en passant, est-ce que c'est lui, selon ton opinion ou selon les faits, peu importe, là, voilà comme tu veux, est le pire premier ministre qu'on a eu? Oh, ça, j'ai pas envie d'embarquer dans ce jeu-là, parce qu'après ça devient des trucs subjectifs ou des questions de jugement de valeur. Mais si je pouvais juste faire une note fiscale, donc c'est-à-dire que je prends, disons, comme indicateur qui a augmenté le plus les dépenses publiques, qui a fait les plus larges déficits, qui a le plus augmenté la dette en termes de proportion. Je ne sais pas si M. Trudeau est à la première place, mais il est clairement dans le top 5, probablement avec des premiers ministres comme le conservateur Robert Borden à cause de la Première Guerre mondiale, le libéral Mackenzie King à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il serait probablement dans le groupe de ceux qui ont le moins bien performé. Si on enlève les années de guerre et de pandémie, je pense qu'il reste quand même dans les premiers ministres qui ont, en proportion de où ils étaient, où est-ce qu'ils ont commencé, lorsqu'ils ont commencé,
c'est probablement celui qui a fait parmi les plus grandes augmentations. Maintenant, pour le reste, le pire premier ministre, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Je vais laisser ça à des gens qui ont le calibre intellectuel de faire ça, comme par exemple Chantal Hébert. Vincent Gelozo, merci beaucoup. Bonne année encore. On se reparle la semaine prochaine. Cheers. Cheers. Bye.